3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner les résultats du concours avec Basket Le Mag, en fin de vidéo, c'est un Airball Project que je vous propose. Des prospects, de qui tu vas nous parler aujourd'hui? Eh ben ça va être la fête parce que je vais pas parler d'un prospect mais de 6. L'an dernier, mon top 6 des futures stars françaises en NBA est l'une de mes vidéos qui vous a le plus plu. Vous avez été beaucoup à me demander de refaire le même type d'épisode cette année. Et entre nous, j'avais aucune raison de me priver. On aura donc du contenu 100% Frenchy aujourd'hui. Bon, forcément, je pourrais pas rentrer autant dans les détails que quand je parle d'un seul et même prospect. Sachez aussi que un ou plusieurs joueurs dont je vais parler aujourd'hui auront probablement droit à leur épisode qui leur sera complètement dédié d'ici la fin de la saison. Mais quand même, vous me connaissez, je vais faire mon max pour être complet. Je parlerai rapidement de leur parcours, de leurs caractéristiques, de leurs performances actuelles et aussi bien sûr de leurs forces et de leurs points à travailler. Tout ça, ça me permettra d'envisager à peu près à quelle place ils seront draftés en NBA et surtout quel rôle ils pourraient avoir outre-Atlantique. Tu vas reparler de Victor Wembanyama du coup? Non, je lui avais déjà consacré une vidéo complète en début de saison et je le trouve pour l'instant trop jeune. Trop d'incertitudes à ce jour à son sujet, même si son potentiel est complètement taré. Là, j'ai décidé plutôt de me concentrer sur les joueurs prévus pour les 2 prochaines cuvées de draft. Voilà pourquoi il n'y aura pas de Moussa Diabaté non plus prévu pour 2022. Je vois, t'as raison, ne précipitons pas les choses pour certains gamins. Ouais, je préfère pas. Notons également que mon classement n'est pas élaboré en fonction du niveau actuel du joueur, mais plutôt du level qu'il pourrait potentiellement atteindre en NBA. C'est donc très subjectif. Forcément, ça représente de gros paris, mais c'est aussi le jeu du scouting. Du coup, pour limiter les risques, je vais demander à ma fidèle boule de cristal toute pétée de me donner un coup de main. Bref, je crois qu'on a fait le tour, c'est parti pour ma vidéo du jour. Quelles sont les 6 futures pépites françaises prévues en NBA? En numéro 6, je veux parler de Matthew Strazel. Pour être honnête, ça fait un moment que je réfléchis à cette vidéo et le meneur de jeu ne serait absolument pas apparu dans mon top il y a à peine 2 mois. Sauf que ce qu'il a montré depuis est hyper prometteur, alors Matthew Strazel, parlons-en. Né le 5 août 2002, Strazel est un meneur d'1m82 formé à Marne-la-Vallée qui appartient à la cuvée 2021. Alors qu'il est passé par les sélections départementales, les sélections régionales et l'équipe de France U15, les choses se sont accélérées à une vitesse folle pendant son adolescence. On va y venir, mais ce rythme effréné se poursuit d'ailleurs actuellement. Ah ouais, ça a été quoi la suite pour lui après l'équipe de France U15? À l'âge de 15 ans, il est repéré par l'Asvel et notamment TJ Parker. Très rapidement, il intègre le groupe Espoir et en devient un cadre dès ses 16 ans. Lorsqu'il évolue contre des joueurs de son âge, en U18, il pète tout. Ses 44 points lors du Final Four face à Bourg l'an dernier sont là pour en attester. Avec ça, il obtient son bac avec 1 an d'avance il y a quelques mois, mais signe aussi son premier contrat pro avec Villeurbanne. Ah ouais, toi tu rigoles vraiment pas quand tu dis que ça va vite. Ah ça non, et c'est pas fini. En début de saison, Théo Malédon se blesse, Jordan Taylor montre des difficultés et Zvezdan Mitrovic n'a pas 1 milliard de solutions derrière Antoine Dio. Mais ça tombe bien, d'un côté avec Mitrovic, on a un coach qui adore lancer les gamins dans le grand bain, et d'un autre côté, on a un petit jeune prêt à tout péter. En sortie de banc, dans un match ultra serré face à Vitoria en Euroleague, Strazel balance 3 bombes à longue distance qui permettent à l'Asvel de rester dans le match, puis de s'imposer 66-63. 9 points en 13 minutes sur la plus grosse scène européenne à 17 ans, ça marque les esprits, y a pas de doute. Ah ça, je veux bien imaginer, ouais, et ça donne quoi ces stats globales du coup? Ben disons que c'est quand même un peu moins éclatant que cet exploit face à Vitoria. En 8 matchs, JP Elite et Euroleague confondus, Strazel joue en moyenne 11 minutes pour 2,9 points à 38% au tir, dont 50% à 3 points. Alors ces chiffres ne sont pas encore significatifs, c'est clair, mais quand on voit qu'il a obtenu la semaine dernière sa première titularisation en carrière en Euroleague face à l'Étoile Rouge, c'est forcément que le gamin a du talent. Et bien justement, parle-nous de ses forces et de ses points à travailler. Yes, et en numéro 1, bien sûr, je vais parler de son shoot extérieur. Ses 3 paniers à 3 points inscrits contre Vitoria ne sont pas du tout dus au hasard. Il a une excellente mécanique et une très bonne distance. Il peut assurer sur catch and shoot, mais aussi créer pour lui-même et balancer des pull-ups. Il n'a peur de personne et n'hésitera jamais à dégainer, même chez les pros. C'est de là que découle la deuxième force que je veux évoquer, son mental. Pour faire 3 sur 4 à 3 points lorsque l'on est si jeune et qu'on fait ses premiers pas en Euroleague, il faut savoir saisir les opportunités, c'est sûr, mais aussi faire preuve d'une certaine audace, un certain culot. Oui, enfin bon, tu fais que parler de ce match d'Euroleague, s'il y a eu que ça, c'est quand même un peu limité. T'as raison, sauf que Strazel, en fait, quand il est arrivé à l'Asvel, c'était pas censé être une star à la base. Mais il est un gars qui ne lâche rien, qui est déterminé, qui donne tout sur le terrain, notamment en défense où il peut être une vraie sangsue. Cette force de caractère et ce sang-froid lui ont permis d'accomplir le chemin réalisé jusqu'à aujourd'hui, et franchement, il y a aucune raison que ça s'arrête.
Surtout qu'en fait, je trouve qu'il est hyper bien entouré. Être dans une équipe compétitive comme l'Asvel, jouer l'Euroleague, être coaché par Mitrovic, il y a difficilement plus formateur. Il semble aussi avoir des parents qui l'accompagnent et le soutiennent, et ça c'est forcément un plus. Mais bien sûr, tout n'est pas tout rose pour Matthew Strazel qui n'apparaît pas encore dans les principales mock drafts. Alors passons à ce qui peut interroger et commençons par son physique, notamment sa taille. 1m82 c'est pas bien grand pour un futur joueur NBA, surtout qu'il n'est pas bien épais non plus. Si à ce jour son culot, sa volonté et son sang-froid compensent, ce ne sera peut-être pas la même histoire au plus haut niveau mondial. En défense c'est pareil, actuellement il s'en sort très bien mais il pourrait être rapidement bougé par des vis-à-vis plus costauds. On peut d'ailleurs d'ores et déjà voir que ses mensurations l'handicapent un poil sur ses drives où il manque un peu de hauteur pour pouvoir finir simplement. Son toucher fait l'affaire pour le moment, mais il lui faudra probablement un peu plus de puissance s'il ne veut pas seulement se cantonner à un rôle de tireur à 3 points quand il arrivera aux États-Unis. Je vois ce que tu veux dire, et même s'il grandira pas ou pas beaucoup, la musculature et la puissance, ça se travaille, non? Tout à fait, il n'y a rien d'effrayant pour le moment. Un joueur de 17 ans a forcément encore beaucoup de temps pour se développer physiquement. Et même s'il ne devient pas un tank, il pourra toujours s'en sortir en développant son playmaking. Pour l'instant, même en espoir, sa capacité d'organisation ne représente pas sa plus grande force. Prenons un mec comme Trae Young par exemple, excellent shooter, physique fluet, il pourrait faire penser à Strazel. Sauf que le meneur d'Atlanta est au-dessus grâce à un sens de la passe exceptionnel. Notre meneur français, lui, à ce jour, arrive principalement à lâcher la balle en contre-attaque. Ça lui permet quand même de tourner à quasiment 5 passes décisives par match en espoir, mais j'aimerais le voir davantage créer pour les autres sur jeu placé. Du coup, si on fait un bilan, je le trouve un peu juste tout de suite pour aller en NBA. Mais s'il se développe sur les 2 points qu'on vient d'évoquer, il y a vraiment moyen de faire un truc. Donc c'est clair, il y a beaucoup d'incertitudes à ce jour, mais sa vitesse de progression et sa détermination me laissent penser qu'il pourrait devenir une très bonne surprise. Il lui reste encore plus d'1 an et demi avant une éventuelle draft, et un second tour en 2021 me semble loin d'être inaccessible. Dans le futur, dans la grande ligue, il pourrait devenir un gars qui sort du banc, saisit les opportunités et met des gros shoots en peu de temps comme il vient de le faire en Euroleague. Voilà pourquoi je lui donne ma place de numéro 6 de mon top du jour. Comment dire que j'ai sauté une classe? En numéro 5, parlons maintenant de Mathieu Gauzin, un autre meneur de jeu. Déjà, commençons par son portrait. Né le 27 février 2001, le garçon mesure 1m91 et pourrait être drafté dès l'été prochain. Tennisman à la base, Gauzin joue au départ surtout au basket pour pouvoir s'amuser dans un sport collectif. C'est lors de son adolescence qu'il s'y met sérieusement et développe un véritable esprit de compétition. Passé par Orléans, il intègre à 15 ans l'effectif espoir du Mans où il signe son premier contrat pro l'été dernier. Si pour l'instant, en 12 minutes de temps de jeu moyen, ses stats sont assez anecdotiques, en équipe 1 avec 2,3 points à 31% au tir, la hype est pourtant bien présente autour de lui. Faut dire aussi que lors de l'Euro U18 ou lors du Mondial U17 l'année d'avant, Gauzin s'est montré comme un élément majeur des équipes de France jeunes. Ça, c'est toujours bon signe. Puis quand on voit qu'il a été sélectionné au BWB de Belgrade et Charlotte tout en étant élu dans les équipes type, on se dit que c'est indéniable, le gamin a du talent. Ça lui a d'ailleurs permis de décrocher un accord verbal avec Comsport, l'agence de Bouna Ndiaye. Mais parlons maintenant de son profil. Ce qui marque tout d'abord lorsque l'on voit jouer Mathieu Gauzin pour la toute première fois, c'est sa vitesse, sa rapidité. Le gars en vrai, c'est Speedy Gonzalez. Il peut parcourir le terrain en un temps record et même s'il va un peu tout droit, son handle est très élégant. Ça lui donne la possibilité d'être un scoreur efficace, notamment en transition. Alors bien sûr, il marque des points, plus de 17 par match avec les espoirs du Mans l'an dernier, mais ce qui me plaît aussi, c'est sa polyvalence. Difficile une nouvelle fois de juger de ça chez les pros vu de son temps de jeu actuel, mais chez les espoirs, il tournait à plus de 5 rebonds, plus de 5 passes et à quasiment 3 interceptions. Le gars, en plus d'être très rapide, voit bien le jeu, a très grands bras et forcément ça aide pour être présent dans tous les secteurs des deux côtés du terrain. C'est vrai qu'avoir de la vitesse et de l'envergure, c'est toujours un méga plus pour un jeune basketteur. C'est tout pour ses principales qualités? Non, je veux aussi évoquer son esprit d'équipe. Le mec aime partager avec ses coéquipiers et on sent que le basket est un vrai plaisir pour lui. Alors c'est vrai qu'il peut paraître parfois un peu nonchalant dans son body language, mais pour moi ce n'est qu'une impression. Mathieu Gauzin est un mec sérieux, est un mec travailleur, il a choisi Le Mans plutôt que d'autres centres de formation plus réputés parce que lors des tests il s'y est très bien senti, c'est important. Il a rigolé avec ses coéquipiers et ça a fait la diff, cette mentalité collective, altruiste, ça me plaît. Bah après pour lui aussi bien sûr il y a des interrogations et donc des points à travailler. Déjà parlons de son manque d'épaisseur, il est annoncé à 73 kg ce qui est très léger pour un joueur qui fait plus d'1m90. Alors ça lui permet d'être rapide c'est sûr mais ça le limite un peu dans son jeu offensif. Alors ok avec ses appuis et sa vitesse il pourrait être en capacité de contourner ses vis-à-vis. Mais selon moi en NBA il devra être capable d'absorber le contact et d'aller plus au charbon s'il veut s'imaginer un vrai avenir. Lui aussi je pense va devoir passer du temps à la salle de muscu s'il ne le fait pas déjà. Enfin je veux parler de son shoot, sa mécanique n'est pas des plus académiques. Il écarte beaucoup les coudes et sa main droite
shot n'est pas forcément toujours dans l'axe. Ça se ressent sur ses pourcentages. Que ce soit chez les espoirs ou chez les pros, Mathieu Gauzin a toujours shooté en dessous des 40% au tir, et ses 70% de réussite au lancer franc ne sont pas suffisants pour un meneur de jeu. A voir s'il y a besoin de retravailler sa gestuelle ou non, mais je pense que ce serait pas mal d'envisager un tel travail. Bref, si l'on dresse le bilan, Mathieu Gauzin pourrait être drafté dès l'été prochain. Mais attention à ne pas précipiter les choses. J'aimerais qu'avant de plonger dans le grand bain, il puisse d'abord passer un step en France ou en Europe. Le gamin déborde de potentiel, mais il doit encore prouver qu'il est capable de l'exploiter à 100%. Mais rien que ça, rien que le niveau plafond qu'on peut lui imaginer actuellement peut lui permettre d'être choisi au second tour dès juin prochain. Sauf qu'après sa draft, plutôt que de se précipiter de l'autre côté de l'Atlantique pour jouer en NBA, ce serait peut-être pas mal d'imaginer de jouer 1 ou 2 années de plus sur le vieux continent. Ça lui permettrait de finir de se développer dans les meilleures conditions. Si pendant ce temps-là il arrive à se créer un vrai shoot et à prendre un peu d'épaule, pourquoi ne pas avoir pour objectif à terme de devenir un role-player intéressant en NBA grâce notamment à sa vitesse et sa polyvalence. Aujourd'hui, ce sont principalement ces deux qualités qui feront probablement la différence, et grâce à elles, Mathieu Gauzin obtient la 5e place de mon classement du jour. Lui, Kyrie Irving, Russell Westbrook, je pense mes 2 exemples à suivre. Au numéro 4 maintenant, évoquons Malcolm Casalon. Ouais, j'avais déjà parlé de lui dans ma vidéo de l'an dernier où il obtenait la 3e place. Malheureusement, une saison un peu compliquée pour lui à Bourg en termes de temps de jeu ne lui a pas permis de se développer aussi vite que prévu. Ce n'est jamais hyper bon pour un jeune de stagner, mais parlons avant tout de son portrait. Malcolm Casalon est un arrière gaucher né le 27 août 2001 qui mesure 1m98. Espoir à Lasvel, il a décidé de prendre la direction de Bourg chez les pros lors de l'été 2018. Mais comme je viens de l'évoquer, il n'a pas forcément eu les responsabilités attendues. Après avoir terminé meilleur marqueur de l'équipe de France U17 lors du mondial 2018, Malcolm Casalon a vu la hype redescendre autour de lui un petit peu. D'autant plus qu'il a été moins en vue lors de l'Euro U18 cet été où il était pourtant très attendu. Bon après, ne me faites pas mentir, l'arrière a quand même livré de très bonnes perfs pendant cette compétition, mais néanmoins il a un peu souffert par sa maladresse et son irrégularité. Il a depuis signé à Louvain en Belgique où plus de temps de jeu lui était promis. À ce jour, en 19 minutes de temps de jeu moyen chez les pros, il tourne à 7,6 points à 41% au tir, 2,7 rebonds et 1,6 interceptions. Ces chiffres nous permettent déjà de voir à peu près quel type de joueur est Malcolm Casalon. Avant tout, son premier point fort se situe au niveau de l'explosivité. Digne successeur de son père Laurent, ancien basketteur pro mais aussi ancien membre actif de la Slam Nation, Malcolm a un jump hallucinant. Ses qualités athlétiques lui permettent notamment de poser de gros tomards, mais c'est pas tout. Casalon court vite, assure en transition et est suffisamment puissant pour se lâcher. Et cette explosivité aide également en défense. Être puissant et athlétique, c'est parfait pour contenir son vis-à-vis, voler des ballons et placer de gros contres. De là découle la deuxième qualité que je veux mettre en lumière, son agressivité. Malcolm Casalon pourrait enflammer n'importe quel public et il possède un vrai côté bête sauvage. Il n'a absolument pas peur du contact et a le physique suffisamment armé pour pouvoir conclure dans le trafic. Honnêtement, quand il attaque le panier, l'arrière est très difficile à contenir. C'est intéressant tout ça, par contre, de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il est très attiré par le cercle pour un arrière, non? Bien sûr qu'il est attiré par le cercle et il aurait tort de s'en priver au vu de ses qualités. Mais ce serait limitant de le considérer comme un joueur unidimensionnel qui ne fait que ça. Grâce à un bon handle mais aussi de bons appuis, Casalon est capable de créer son shoot, que ce soit à mi-distance ou à 3 points. Il arrive à faire concéder suffisamment d'espace à son défenseur pour dégainer avec aisance. Les pull-up jumpers font clairement partie de son arsenal et c'est une vraie force en plus. Dommage que l'adresse ne soit pas toujours au rendez-vous. Du coup, enchaînons à partir de ce constat. Selon moi, les pourcentages de Casalon ne sont pas forcément dus à un défaut de shoot. Sa mécanique est plutôt bonne et il est clairement un joueur capable de sanctionner de loin. Par contre, sa sélection de tir, je pense, est un point à travailler. Comme on le disait, il est capable de scorer en pull-up, mais parfois il en abuse. D'un autre côté aussi, malgré sa réussite, il prend pas mal de tirs en déséquilibre dans la défense. Vouloir scorer, c'est bien, mais attention à ne pas être trop obnubilé par le panier quelquefois. Ces caractéristiques font en tout cas que Malcolm Casalon éprouve ses flagrants beaucoup plus de facilité sur le jeu en transition que sur le jeu placé. Enfin, évoquons sa concentration. Soyons francs, il est souvent difficile de rester focus sur toute la durée d'un match, notamment lorsqu'on a 18 ans. La sélection de shoot à améliorer de l'arrière vient d'ailleurs peut-être partiellement de là. Ses fautes d'attention le poussent parfois à s'oublier un peu en défense ou à balancer des passes hasardeuses à ses coéquipiers. Bon, ça peut se critiquer c'est sûr, mais ça va bien avec le profil du joueur je trouve. Un arrière agressif qui commet quelques déchets mais qui cherche à bien faire et sait se montrer dangereux balle en main. Selon moi, ses faiblesses sont essentiellement liées à un trop plein d'énergie ou à des erreurs de jeunesse, et là-dedans, il n'y a rien de rédhibitoire. Pour conclure, à propos de Malcolm Casalon, je suis assez persuadé qu'il sera drafté en juin prochain. Une fin de premier tour me semble même envisageable, surtout s'il continue à montrer des progrès. Son match à 18 points, 4 rebonds et 4 passes lorsqu'il a eu du temps de jeu il y a 3 semaines en Belgique nous montre bien qu'il est sur la bonne voie. À lui de mûrir un peu désormais et de prendre de l'expérience pour polir son jeu et sa sélection de shoot. Son avenir en NBA dépendra probablement de sa capacité à sanctionner de loin. Il y a du boulot c'est sûr, mais s'il arrive à trouver ses spots et à se mettre dans des bonnes conditions de tir, il améliorera ses pourcentages et pourrait à terme devenir un 3&D intéressant en NBA. C'est en pensant essentiellement à ce potentiel que j'ai classé Malcolm
Malcolm Casalon comme numéro 4 de mon top du jour. I watch basketball every time. I eat basketball. I live basketball. All I do is about basketball. So. C'est l'heure maintenant du podium. Et à la 3e place, je nomme un jeune gars qui nous fait une entrée fracassante, Juan Bégarin. Né le 7 août 2002, il mesure 1m96 et peut jouer sur le poste 1 comme sur le poste 2. Moi, perso, je le préfère sur le poste 2, il a clairement le physique pour. Bref, les férus de basket français ou européens connaissent probablement son frère Jesse qui joue à Chalon-Reims. Juan lui aussi est passé par l'INSEP où il est resté 2 ans et a beaucoup fait parler de lui lors de l'Euro U16 en 2018. Et l'été suivant, c'est-à-dire l'été 2019, fut bien chargé. Après avoir été élu MVP du BWB Europe en Lettonie et participé à l'Euro U18 où il s'est montré un peu moins en vue, Juan Bégarin a décidé de passer à l'étape supérieure en signant au Paris Basketball en Pro B. Le club présentait de grosses ambitions et faisait beaucoup parler autour du duo Nobel-Bungukolo Amarasi. Y a pas eu des sales histoires là récemment entre les deux? Il paraît que c'est le cas, ouais, mais on n'est pas du tout là pour parler de ça. Recentrons-nous sur Juan du coup. Depuis le début de la saison, il joue en moyenne 18 minutes par rencontre pour des stats de 5,5 points à 42% au tir, donc 30% à 3 points et 2 rebonds. Vu comme ça paraît pas si ronflant, mais je rappelle que le gamin vient juste d'avoir 17 ans. De plus, le contexte du Paris Basketball n'est peut-être pas idéal pour le moment. Comme tu le disais tout à l'heure, il semble y avoir quelques tensions dans le vestiaire et l'équipe s'affiche pour le moment à l'avant-dernière place du classement de Pro B. Pourtant, je ne peux rien reprocher à Bégarin. Titulaire depuis 3 matchs, il monte clairement en puissance. Sa perf de la semaine dernière en est la preuve. 10 points, 2 rebonds, 3 passes, 1 interception et 3 contres pour son plus gros temps de jeu de la saison. Franchement, c'est lourd. Finalement, c'est plutôt rassurant. Les résultats collectifs et l'ambiance trouble au sein du club parisien ne semble pas perturber son développement personnel. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être problématique ça, et c'est quoi son jeu à Juan Bégarin? Eh bien, sa première force, c'est son physique. Le mec est déjà archi développé et suffisamment tanké pour se confronter à des pros alors qu'il n'a que 17 ans. Il a des épaules, un torse solide et surtout des bras et des mains immenses. J'ai même lu à certains endroits que son envergure approcherait des 2,15 m. Ça paraîtrait ouf comme ça, mais pourquoi pas. Cette musculature nous donne un joueur explosif, un gars qui a un bon premier pas, qui monte vite au dunk et qui peut s'avérer intenable en défense sur les interceptions mais surtout les contres. Ce que j'aime bien aussi et qui est intimement lié, ce sont ses capacités à la finition. Juan Bégarin montre beaucoup de puissance sur transition, il arrive avec une grosse vitesse, reste équilibré malgré les contacts et est très efficace pour conclure. Vu qu'en plus de ça il a des appuis très solides, c'est très difficile de le stopper dans la peinture. Enfin, ce que j'apprécie, ce sont ses choix de carrière. Le championnat de Pro B est réputé pour être une compétition très physique avec des vétérans qui ne font aucun cadeau aux jeunes. Pas de doute, ce sera très formateur pour lui, et ça se confirme car le Guadeloupéen évolue à vue d'œil. Sa place de titulaire, elle n'est pas due au hasard, et je suis persuadé que d'ici la fin de la saison, alors qu'il lui restera encore 1 an avant sa draft, Juan Bégarin bénéficiera d'un bagage très convaincant. Ça me plaît beaucoup. Par contre, évidemment, il y a quelques points à travailler encore. Le premier pour moi, c'est sa vision de jeu. Le gamin est un excellent scoreur, c'est clair, mais parfois il semble voir seulement le cercle et pas assez ses coéquipiers. Être un peu plus posé et ralentir le tempo de temps en temps lui permettrait de perdre moins de balles à mon avis. De plus, lever davantage la tête pour lâcher plus souvent le ballon apporterait plus de variété à son jeu. Depuis le début de la saison, en 107 minutes passées sur le parquet, il n'a lâché que 7 passes décisives. C'est peu pour un arrière. Mais peut-on vraiment reprocher à un joueur de 17 ans qui découvre à peine le milieu pro de parfois confondre vitesse et précipitation et d'être trop attiré par le cercle? Ce serait sévère et nul doute qu'il prendra de l'expérience sur ces points au fur et à mesure de son ascension en Pro B. Évoquons maintenant son manque de régularité sur le shoot extérieur. 3 sur 10 derrière la ligne depuis le début de la saison, c'est pas ouf. Et pourtant, je m'inquiète pas trop de ce côté-là. Sa gestuelle est bonne et il a déjà montré des choses très intéressantes à longue distance, notamment à l'Euro U16 en 2018. À lui maintenant d'arriver à trouver suffisamment de confiance et suffisamment de régularité pour réussir à reproduire ça chez les pros. En tout cas, ce qui me paraît positif, c'est que dans ce qu'il a à travailler, il y a rien d'inquiétant du tout. Bien sûr qu'il possède des failles, mais elles sont essentiellement liées à la jeunesse et au manque d'expérience. Puis il faut dire qu'il ne sera pas drafté avant 2021, ça lui laisse du temps pour taffer. Vu la vitesse à laquelle il progresse, c'est vraiment prometteur. Physiquement, il semble déjà NBA ready, il peut défendre sur plusieurs postes et je suis sûr que ça va plaire. Apporte-lui de la maturité et de la régularité, et pourquoi ne pas imaginer une draft au premier tour et pourquoi pas à terme un rôle de titulaire en NBA si tout devait bien se passer. La route sera longue, c'est clair, mais le potentiel semble bel et bien présent. Voici pourquoi il obtient la 3e place de mon classement du jour. Parlons maintenant de mon numéro 2, et c'est sans grosse surprise que je vais vous parler désormais de Killian Hayes. Personnellement, je trouve qu'il a réellement évolué depuis ma vidéo de l'an dernier. Aujourd'hui, le gars s'affiche comme une pépite encore plus brillante dans le futur du basket français. Né le 27 juillet 2001, Hayes est un meneur gaucher d'1m95, fils d'un joueur pro bien connu dans l'hexagone, Deron Hayes. Bon, je vais pas à nouveau vous raconter son parcours dans les détails, ce serait long. Mais en gros, retenez que chez les jeunes, il a à peu près tout gagné, que ce soit avec Cholet, son club de cœur ou avec les différentes équipes de France. Ça lui a valu de faire ses débuts pro à 16 ans en
Jeep Elite où il a rapidement obtenu un rôle important. Si le club des Mauges a réussi à se maintenir en Jeep Elite l'année dernière, ils peuvent en partie remercier le garçon. Sauf que cet été, lui aussi voulait voir autre chose et passer à l'étape supérieure. Je le comprends, il avait des ambitions et il voulait jouer une Coupe d'Europe. Pressenti pour rester en France dans un premier temps, ça n'a pas été simple, et à Limoges, dans le populaire, on a un peu eu droit au feuilleton Killian Hayes. Les deux parties étaient intéressées, mais Cholet semblait demander un trop gros pourcentage sur la clause de départ vers la NBA. Je serais eux, j'aurais fait pareil. Sauf qu'alors que tout le monde paraissait prêt à trouver un terrain d'entente, la Ligue a décidé de mettre son grain de sel. Ah ouais, ils ont fait quoi? En fait, cet été, plutôt que de participer à l'Euro U20, Hayes a préféré aller s'entraîner aux États-Unis. Peut-on vraiment lui en vouloir? Visiblement oui, la Ligue n'a pas rigolé. Pour ça, il a écopé d'une suspension de 6 semaines en Jeep Elite. Perso, je trouve ça ultra sévère. 6 semaines, c'est vraiment très long, surtout pour un gamin qui doit se montrer devant les scouts NBA. Donc je comprends Hayes, il a décidé de faire ses valises et de quitter la France. Pourquoi vouloir rester dans cette ligue qui lui met des bâtons dans les roues? C'est comme ça qu'il a décidé d'aller en Allemagne pour signer à Ulm. Là-bas, il pouvait se montrer dans un championnat très intéressant, mais aussi participer à l'Eurocup. D'ailleurs, ses stats, toutes compétitions confondues, sont très intéressantes depuis le début de la saison en 25 minutes. 11,6 points à 48% au tir, dont 33% à 3 points, 3 rebonds, 5,4 passes et 1,4 interceptions, malgré 4,7 balles perdues. Là, franchement, ça commence à être très sérieux. D'accord, mais si tu dis qu'il a évolué, va falloir me parler de ses forces et de ses faiblesses actuelles. Yep, et pour moi, sa première qualité, c'est le jeu en 1 contre 1. Le gars est énorme là-dessus. Il s'est fait une spécialité du jeu en ISO et sait faire la différence grâce à son handle. Il est rapide, peut se faufiler entre les défenseurs, prend les écrans et s'est fait une spécialité des tirs en pull-up après un cross. Killian Hayes possède un côté street spectaculaire et très agréable à regarder. Ses qualités lui seront forcément utiles en NBA. Notons également, tant qu'on est dans le 1 contre 1, qu'il a fait d'énormes progrès sur le shoot. D'abord à 3 points, même s'il y a encore un peu de taf à fournir, mais surtout à mi-distance, où une fois qu'il aura pris de l'espace, le meneur n'hésitera pas à sanctionner. Mais Killian Hayes, ce n'est pas qu'un scoreur, c'est aussi un excellent playmaker. Là-dessus aussi, je trouve qu'il a énormément évolué. Il est aujourd'hui un véritable meneur qui a envie de trouver ses coéquipiers ouverts. Excellent sur pick and roll, il crée énormément de danger lorsqu'il tâte le ballon et ses qualités de passe mixées à sa faculté à jouer le 1 contre 1 le rendent tout à fait imprévisible. Dimanche dernier, le mec a scoré 24 points en championnat, mais a aussi été capable de délivrer 11 passes en Eurocup en début de mois. Scorer ou passer, pas besoin de choisir, Killian Hayes sait faire les deux. Sauf que je ne serais pas complet si je ne parlais pas de sa défense. Sa longueur, sa rapidité et son sens de l'anticipation le rendent très bon dans le secteur. Il se place bien sur les lignes de passe et peut aussi switcher sur les écrans. Hayes également capable de contenir son vis-à-vis en adoptant un côté teigne très gênant pour le meneur adverse. Mais forcément, tu l'imagines bien, le joueur n'a que 18 ans et tout ne peut pas être parfait. Comme beaucoup de meneurs de jeu de son âge, Hayes pêche parfois dans sa gestion du ballon. Il peut faire beaucoup de gris-gris, est moins à l'aise sur sa main droite, perd des balles sur des passes hasardeuses et montre quelques difficultés à faire les bons choix sur les prises à deux. Tout ça, ce sera à taffer. Notons également qu'il force parfois un peu trop ses tirs de loin en 1 contre 1 et pourra tenter sa chance même si le défenseur n'a pas mordu aux feintes. C'est un peu ça qui explique ses matchs à 3 sur 11 au tir comme ce fut le cas en début de saison. Ouais, mais bon, vu qu'il y a aussi pas mal de fois où ça rentre, il aurait tort de pas tenter. Je suis assez d'accord, mais ce qui lui ferait du bien, ce serait d'avoir d'autres solutions les soirs où son adresse est en panne. Bon, je vais être sévère parce que c'est encore un domaine dans lequel il a progressé, mais Killian Hayes manque de puissance lorsqu'il veut driver face à plus costaud que lui. Bon, il a pris du poids, il s'est musclé et tout ça va en s'arrangeant, mais le meneur, pour moi, fuit encore trop le contact. Trop souvent, il s'arrête à 4 ou 5 mètres et balance un pull-up ou un flotteur pour éviter de se faire bouger. Pourquoi pas, mais soyons honnêtes, attaquer le cercle est souvent bien plus efficace. La masse musculaire, il l'a prise, à lui maintenant de savoir faire évoluer son jeu. Et même s'il n'a pas les résultats attendus à la finition, je suis sûr qu'au moins il provoquera des fautes. Cette saison jusque-là, il n'a jamais tiré plus de 6 lancers francs dans un match. Et vu que sur la ligne de réparation, il tourne à 91%, ce serait tout bénef d'y aller encore plus souvent. Mais bref, j'insiste pas trop sur ce point parce que, comme je le disais, plus la saison avance et plus il se perfectionne dans le domaine. C'est plutôt rassurant. D'ailleurs, de ce que je vois en Eurocup, le garçon est déjà NBA ready, ou pas loin. Il coche toutes les cases et a selon moi le niveau suffisant pour être un lottery pick. En NBA, après, on le sait, tout est une question d'opportunité, mais j'imagine bien Killian Hayes à terme devenir un 6e homme de luxe. Un gars à qui l'on peut confier des missions défensives et qui peut foutre le feu sur 1 contre 1 lorsque les titulaires galèrent. Like when we practice, you practice hard, so you adjust to that, and when you get in the game, it's natural. Et enfin, en numéro 1, toujours sans surprise, je vais parler de Théo Malédon. Lui aussi était déjà dans mon top l'an dernier en s'affichant à la 2e place derrière Sékou Doumbouya. Et depuis, le jeune homme n'a pas cessé de surprendre. Né le 12 juin 2001, Théo Malédon est un meneur de jeu d'1m92 qui toute sa vie a passé son temps à être en avance ou surclassé. Rentré à l'INSEP 1 an plus tôt que prévu, il a également fêté son bac, ses 17 bougies à peine soufflées. Lors du championnat U16 en 2016, il était le plus jeune joueur de la compétition. Il a ensuite fait ses débuts pro à l'Asvel à 16 ans, battu un paquet de records de précocité
qualité que personne n'avait approché en Jeep Elite depuis Tony Parker. A été All-Star, a remporté le championnat en ayant un gros rôle et a aussi remporté la Coupe de France avec cerise sur le gâteau un trophée de MVP de la finale. Il a ensuite été élu meilleur jeune de Jeep Elite, fait ses débuts avec l'équipe de France A. C'est dingue tout ce que Théo Malédon a déjà vécu à peine 18 ans. Ah ouais, effectivement, j'ai cru que t'allais jamais t'arrêter. Ça donne quoi Théo Malédon cette saison? Difficile à dire car il a connu une blessure à l'épaule puis une autre à la mâchoire qui l'ont écarté des terrains pendant plus d'un mois. Le gamin vient de découvrir l'Euroleague et son niveau de jeu affiché est pour l'instant très correct. Toute compétition confondue, en 14 minutes de temps de jeu moyen, il tourne à 4,5 points à 40% au tir, dont 33% à 3 points et 3,2 passes. Pour moi, ce n'est pas vraiment significatif car sa blessure l'a clairement empêché de monter en puissance en ce début de saison. Pour l'instant, ses chiffres sont même en deçà de ceux de l'an dernier. Mais je ne m'en fais pas, les perfs vont venir. Cette semaine, il en a d'ailleurs réalisé une de haut vol face à l'Efes. 10 points à 3 sur 5 au tir, 7 passes décisives, aucune balle perdue en à peine 15 minutes. Réaliser ça face à un des meilleurs clubs du vieux continent, je sais pas si ça vous parle, mais moi oui. J'avoue, ça paraît encore plus solide que ce qu'a fait Matthews Strazel face à Vitoria. Ah c'est sûr, mais Malédon a davantage d'expérience et a aussi un an de plus. Par contre, c'est vrai que si l'on veut parler de ce qu'il apporte sur le terrain, sa première qualité, c'est indéniable, c'est son QI basket. Est-ce lié à son expérience déjà très grande ou à sa capacité à comprendre les choses très vite? Sûrement un peu des deux. Mais sur le parquet, le Villeurbanais surprend constamment par son excellente analyse de la défense adverse et des placements de ses coéquipiers. Il a un handle suffisamment bon pour garder la balle et sait gérer le tempo en attendant que ses potes coupent. Malédon ne précipite jamais rien, il sait utiliser ses forces et joue stratégiquement comme un vétéran. Il est également un shooter plus que correct qui arrive très bien à trouver ses spots pour être efficace. Quand chez les jeunes on a beaucoup de spécialistes de la contre-attaque, Théo Malédon, même s'il n'a pas à rougir dans le domaine, est plutôt un petit génie du jeu sur demi-terrain. Et cette science du jeu, ça l'aide de l'autre côté du parquet aussi. Le mec est toujours bien placé en défense et possède un très bon sens de l'anticipation. Franchement, je pourrais y passer des heures. Le QI basket de Théo Malédon, c'est un truc de ouf à 18 ans. No, I'm not intelligent. I'm a simpleton. Yes. Bon après c'est beau de comprendre le jeu et d'anticiper les déplacements de ses coéquipiers, mais faut aussi être habile pour pouvoir leur filer la gonfle lorsqu'ils se démarquent. Ça tombe bien, le jeu de passe est l'une des autres spécialités de Théo Malédon. Que ce soit sur transition ou sur pick and roll, le meneur de jeu trouve régulièrement ses potes sur des passes très bien senties. Son éventail est large aussi, je l'ai vu faire des passes à terre, des passes à une main, des passes transversales. Franchement, c'est à couper le souffle. Il peut faire des feintes, fixer les défenses et trouver ses gars dans la raquette comme derrière la ligne à 3 points. Franchement, là aussi, on est sur du level élite. Ah ouais, c'est carrément incroyable ce que tu nous décris là. Et attends, c'est pas encore fini, parce que maintenant, je vais parler de son leadership. L'an dernier, je mettais ça dans les points à travailler, je le trouvais un peu timide sur le terrain, normal, tu vas me dire, pour un gamin de 17 ans. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Le mec sait replacer ses coéquipiers, il demande des écrans et drive le jeu d'une équipe qui jusque-là domine clairement le championnat de France. Il est un vrai métronome qui a du vécu, qui a remporté des compétitions et sur qui il est tout à fait possible de compter. Franchement, ça aussi, à 18 ans, c'est du génie. Sauf qu'évidemment, lui non plus n'est pas parfait. Contrairement à pas mal de prospects étudiés aujourd'hui, son explosivité et son jeu en 1 contre 1 questionnent un peu. Quand on lui fait des écrans et que ça joue sur des systèmes, pas de soucis. Mais quand il s'agit de créer pour lui-même, Malédon est parfois plus en difficulté et préfère souvent lâcher la balle. En fait, le meneur de jeu est rapide, pas de soucis, mais de temps en temps, il lui manque un peu ce boost d'énergie qu'ont certains lors de leur premier pas ou lorsqu'ils finissent au cercle. Quand on voit qu'en moyenne, cette saison, il tourne à moins de 2 lancers francs tentés par rencontre, c'est qu'il ne va pas assez régulièrement exploser vers l'arceau. Autre petit point qui interroge, sa santé physique. Théo Malédon a déjà manqué près de 5 semaines en raison d'une blessure à l'épaule droite. Bon, rien d'inquiétant pour le moment, mais ça pourrait lui porter préjudice avant sa draft. Surtout quand on voit comment il est remué par les intérieurs adverses sur certains écrans. Alors espérons qu'auprès des scouts, il ne passe pas pour un joueur injury prone sujet à des blessures récurrentes. Sa capacité à rester loin de l'infirmerie cette saison pourrait avoir un effet primordial quant à la hauteur à laquelle il sera drafté. Pour conclure, je m'en fais quand même pas trop. Théo Malédon a probablement un jeu moins estampillé NBA que celui de Killian Hayes, mais peu importe, il possède d'autres qualités à un niveau élite. Jusque-là, Franck Ntilikina, choisi à la 8ème place en 2017, est le français le plus haut drafté de l'histoire. Théo Malédon, s'il réussit à sortir 1 ou 2 perfs de renom en Euroleague sur cette saison, à mon avis, peut faire encore mieux. Bon après, la concurrence sera très rude au poste de meneur de jeu sur cette cuvée, c'est certain. Mais le vécu du Villeurbanais et sa science basket lui donnent un petit quelque chose que les autres n'ont pas. S'il arrive à progresser encore et peut-être à gonfler un poil physiquement, Théo Malédon a pour moi le potentiel pour devenir un jour le meneur de jeu titulaire d'une équipe NBA qui gagne. Il est donc premier de mon classement d'aujourd'hui. I think I did pretty well, but I got still a lot of work to do. Matthew Strazel, Mathieu Gauzin, Malcolm Casalon, Juan Bégarin, Killian Hayes, Théo Malédon. Voilà pour ce qui est des 6 prochains Français que j'imagine potentiellement briller en NBA. Voilà pour ce qui est de mon 14e Airball Project. Je fais un petit big up à Carlton Dimanche et Kylian Tilly qui étaient
tout proche d'intégrer mon top. Mais tous deux sont respectivement nés en 2000 et en 1998 et sont donc plus vieux que tous les joueurs que j'ai étudiés aujourd'hui. Ça ne les empêche pas d'avoir potentiellement la chance d'avoir un avenir un jour en NBA. Good luck à eux tous en tout cas. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Aujourd'hui, c'est les résultats du concours avec Basket le Mag que j'annonce. Ils viennent de sortir leur dernier numéro et offraient à 2 d'entre vous des abonnements découvertes de 3 mois à leur magazine. Pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait avant tout répondre comme il faut à la question posée. Elle était facile, qui a été le MVP de la Coupe du Monde FIBA 2019 ? Bien sûr, il s'agissait de Ricky Rubio et vous avez été près de 200 à trouver son nom. Et donc parmi vous, les 2 qui ont été tirés au sort sont Vuku Kuba et Gaël Escafre. Bravo à vous. À partir de maintenant, vous avez une semaine pour m'écrire à l'adresse mail contact que vous trouverez dans la description. Les autres, soyez pas jaloux, il y aura d'autres concours prévus ici, et il y a Instagram aussi où j'essaye d'en faire un max. J'y ai fait gagner pas mal de trucs plutôt cool ces derniers temps. Alors pour ceux qui me follow pas encore, je vous invite à le faire. En tout cas, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à bien écouter ce que notre number 1 du jour a à vous dire. Salut, c'est Théo Malédon. Abonnez-vous à la chaîne 6ème Homme. Merci Théo. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info où vous pourrez notamment trouver une interview de Franck Nilikina qui nous parle de son début de saison. Pour débattre avec la communauté, participer à des jeux et parler NBA avec les fans, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Je vous mettrai les liens de tout ça dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, lâchez-moi un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et pour les impatients, c'est promis, la vidéo gaming arrive sans tarder. À très vite.